Si vous aussi, vous avez l'impression de manquer de souffle dans un quotidien à 1000 à l'heure, si l'état du monde vous questionne et que vous avez envie d'explorer de nouvelles façons d'être au monde et de faire société, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Habiter poétiquement le monde. Je suis Claire Barbery-Giletti et dans ce podcast, je pars à la rencontre des éclaireurs, ces chercheurs, artistes, explorateurs, thérapeutes qui nous relient à la beauté du vivant et proposent des pistes concrètes, sensibles, pour créer un monde où il fait bon vivre. En plus des interviews, vous trouverez sur ce podcast des capsules poétiques sous la forme de courtes lectures. Et si le podcast vous inspire, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le suivre sur les réseaux sociaux ou à me laisser un commentaire ou une note sur les plateformes. Belle écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler d'éros, d'érotisme, de force vitale, de sensualité et de ce que le capitalisme forcené fait à nos corps et aux vivants en général. Je poursuis sur la thématique de la présence à soi et au monde à travers le corps, une thématique que j'ai commencé à creuser cette année et qui me semble primordiale aujourd'hui quand on voit à quel point nos rythmes de vie, mais aussi l'omniprésence des technologies, créent de la déconnexion avec le vivant. Je pense que ça nous coupe de notre puissance d'être et d'action. Et donc je cherche depuis le début de l'année à explorer comment est-ce qu'on peut retrouver notre agentivité pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde qui nous entoure. Alors qu'est-ce que l'éros a à voir avec habiter poétiquement le monde ? C'est ce qu'on va découvrir avec Thomas Recourt, thérapeute somatique et artiste, qui travaille depuis plusieurs années autour de l'éros, de la sexualité, du système nerveux, toujours en lien avec le vivant. Il accompagne individuellement et aussi collectivement à retrouver les chemins de son éros. Salut Thomas. Salut Claire, merci pour cette belle introduction. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu brièvement de ton parcours et de ce qui t'a amené à travailler sur l'éros et puis sur la sexualité plus particulièrement ? Alors ouais, je suis toujours curieux de voir comment je vais t'en parler aujourd'hui, parce que c'est à chaque fois une improvisation de parler de mon parcours. Mais en tout cas, quand tu me parles d'éros, pour moi, il y a vraiment un point de bascule dans mon parcours qui est au début de la trentaine, où je suis dans une période de crise de vie, de vide de sens, je dirais pas quand même dépression, mais peut-être c'est pas très loin. En tout cas, il y a un truc où je sais plus trop qui je suis, où je vais et quel est le sens quel est le sens de ma vie et où est-ce que j'ai envie d'aller. Ça, c'était du coup il y a une dizaine d'années à peu près. Et en fait, je rentre d'avoir vécu pendant plusieurs années en Amérique latine, où c'était ma première vie professionnelle en partie, où je viens moi du monde plutôt de l'école de commerce dans mes premières études. Et ensuite, j'ai bossé dans l'entrepreneuriat social en Amérique latine. Et puis, je suis allé explorer ensuite plus des communautés, la permaculture, l'éco-construction, parce qu'en fait, j'ai pas tenu très longtemps dans le monde de l'école de commerce, même si j'étais dans une niche qui était quand même assez chouette, qui est l'entrepreneuriat social. Et puis, pour plein de raisons, j'ai été appelé à retourner sur les terres où j'ai grandi, quoi, l'Europe, la France. Mais ça a été un choc aussi de, waouh, en fait, qu'est-ce que je fais ici, qui je suis plus le même qu'il y a 5 ans quand je suis parti. Est-ce que je suis d'ici, est-ce que je suis de là-bas, est-ce que je suis partout, de nulle part. Enfin, il y a beaucoup de questions et aussi des questions professionnelles. Qu'est-ce que je fais ici, en fait, un peu. Enfin, le pro, mais pas que. Le pro, c'est quand même une des réponses de qu'est-ce que je fais ici. Et là, il y a un truc qui m'a remis les pieds à l'étrier de la vie, ou qui m'a remis dans la vie, c'était vraiment le mouvement et la danse que j'ai vraiment plongé dedans à ce moment-là. Et je me suis dédié à ça vraiment à fond, quoi. Et la danse, ça a été le mouvement, ça a été un chemin de reconnexion aussi au mouvement de vie, à ma vitalité, justement, à qu'est-ce qui me bouge, qu'est-ce qui me meut, qu'est-ce qui m'émeut, et à mon corps, dans sa volupté, dans son plaisir d'être en vie, dans le plaisir d'être incarné. Et à partir de là, naturellement, ça s'est fait. Et j'ai mis à peu près 7 ans pour me reconvertir entre le Thomas qui était entrepreneur, enfin, qui bossait dans l'entrepreneuriat social, et le Thomas plus thérapeute et artiste. Mais en tout cas, la danse, ça a été une voie vraiment forte pour ça. Et puis après, à partir de là, j'ai commencé à tisser des choses. Je me considère vraiment comme un chercheur, donc j'ai découvert aussi tout le travail du système nerveux il y a 7-8 ans, peut-être, quand c'était pas encore trop connu en France, en français. Mais dès que j'ai découvert ça, j'ai senti que là, il y avait un truc vraiment important à comprendre. Donc aussi, j'ai intégré le système nerveux.
J'ai intégré, beaucoup de formations, d'approches aussi autour de l'énergétique sexuelle, avec le Tao notamment. Je travaille avec le système nerveux, le mouvement, la danse, les arts martiaux. Voilà, tout ça, fait que ce que je propose aujourd'hui, quoi, c'est un peu un mélange de tout ça, mais avec ce fil rouge de qu'est-ce qui contribue à me sentir vivant, en fait? Et c'est peut-être ça une définition de l'éros. Je m'arrange un petit peu, mais c'est une façon pour moi de définir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta pratique aujourd'hui? Comment est-ce que tu accompagnes, les gens, ce que tu proposes et ce que tu cherches pour toi-même? Tu en as déjà un petit peu parlé, mais Ouais, disons que, moi, en tout cas, je suis parti dans ma pratique, thérapeutique, d'accompagnement, plutôt du thème de à la base, je pars du thème de la sexualité consciente. Parce que la sexualité, pour moi, c'était un endroit de rentrer directement dans une intimité hyper profonde et hyper intéressante, et puis je vois qu'il y a tellement encore à la fois, de sexualité partout, mais en même temps un tabou énorme sur la sexualité, sur pouvoir poser des mots tranquillement, pouvoir échanger, parler de nos désirs, de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc moi, je suis rentré par cette porte d'entrée dans l'accompagnement thérapeutique parce que ça me semblait super pertinent et intéressant de travailler avec cet endroit-là. Et pareil, à l'époque, il y avait peu de personnes qui travaillaient avec ça. Maintenant, il y a de plus en plus de sexothérapeutes et c'est super. Et au fur et à mesure, en fait, que je déploie, moi, le thème de la sexualité dans mon parcours d'accompagnement, je me rends compte que la sexualité, c'est vraiment important et en même temps, c'est une toute petite partie. Et le plus grand de ça, c'est, pour moi, c'est l'éros qui contient la sexualité, mais en fait, qui est qu'est-ce qui fait que je me sens en vie? Qu'est-ce que c'est ma force de sensorialité, ma force vitale? Et c'est aussi, ce qui me fait me mouvoir dans le monde, en fait. Et je pense que l'Eros, il contient tellement de choses que je suis encore en train de le découvrir au fur et à mesure et j'en parle de manière, très différente, finalement, au fur et à mesure de mon cheminement avec. C'est une recherche en cours, comme j'aime bien dire, l'Eros ou l'érotisme, qui pour moi peuvent être un peu des synonymes. Maintenant, en tout cas, le cœur de mon travail aujourd'hui, pour moi, c'est, d'accompagner les personnes à se connecter pleinement à cet endroit d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. Parce que pour moi, c'est là qu'il y a, l'agentivité, comme tu as nommé ce mot, la puissance, la liberté, le plaisir d'être en vie, le sens d'être en vie aussi. Parce que j'ai beaucoup cherché et je cherche encore c'est quoi le sens d'être dans ce corps humain, d'être incarné. Et je le trouve aussi avec ça. En fait, l'héros, c'est comme si c'est un mot qui vient et un concept incarné qui vient, réunir tellement de dimensions, que moi, c'est depuis cet endroit-là que je choisis d'accompagner aussi parce que je vois aussi que, c'est vraiment un endroit important aussi aujourd'hui dans nos mondes qui sont tellement, coupés du corps pour plein de bonnes raisons et que c'est une façon de revenir au corps aussi par la joie, par le plaisir, par la sensorialité qui me paraît en fait désirable aussi, plutôt qu'ennuyeuse ou un truc qu'il faut se forcer en fait. Pour moi, ce qui fonctionne aussi, c'est d'amener les personnes vers des choses qui leur sont désirables et qui leur sont palpitantes, flamboyantes, qui vont leur donner le plus de vie. quand on pense à Eros, on peut penser à quelque chose, d'assez philosophique, parfois un peu théorique, d'un concept. Toi, tu as une Mmh. approche qui est très incarnée. Comment est-ce que tu rends ça tangible? Ou plutôt, comment est-ce que tu, permets de l'aborder de façon, concrète, tangible, comme une réalité et pas comme, quelque chose, d'abstrait? Ouais, alors déjà pour moi, ce qui est important, c'est pas de le voir comme quelque chose, hyper loin de moi ou inatteignable ou, comme une figure mythique grecque, même si ça peut donner, des informations et j'aime bien parfois aller lire aussi la mythologie. Mais pour moi, l'Héros, il se trouve c'est maintenant, en fait. Il y a pas d'autre, endroit que maintenant. Il se trouve dans le quotidien et dans les tout petites choses du quotidien. Et comme j'aime le dire souvent, bah, moi, quand tu me poses cette question, ça me fait tout de suite redescendre aussi un petit peu plus profond dans mon corps, dans mon ventre. Là, notamment, je sens une petite chaleur dans mon ventre. Je sens ma peau, qui est là, c'est l'été, donc la température de l'air est plutôt agréable. Elle est douce, en tout cas. Elle est douce, cette caresse de la température de l'air sur ma peau. Vu que je te parle et en plus je sais que je suis dans un podcast quand même, il y a mon cœur qui bat un petit peu, plus vite que d'habitude. Je sens, le poids de ma langue, dans ma bouche et ça déjà pour moi c'est l'éros, c'est je suis en vie, j'ai un corps, je suis dans un corps et ce corps il me donne plein d'informations et parfois elles sont plus ou moins agréables, plus ou moins désagréables, mais en tout cas, c'est bien la preuve que je suis en vie et que ça pulse à l'intérieur de moi et du coup, pour moi la porte d'entrée la plus rapide, c'est la sensorialité et la sensorialité, ça consiste aussi à laisser remonter les informations, les sensations de mon corps et à les considérer comme importantes, en fait. Parce que beaucoup de personnes souvent me disent: «Beh, non, moi je sens rien, en fait». Mais en fait, c'est juste qu'elles ont l'impression que c'est pas des sensations importantes. Souvent, quand on va un petit peu plus loin sur rien: «Ah, mais il ressemble à quoi ce rien?» Ah bah là, c'est plutôt, un peu il y a du chaud, puis là ça palpite un petit peu. Ah OK, donc il y a quelque chose, tu vois? Et donc c'est redonner de l'importance et remettre, la sensation et la présence au centre et ça passe juste par cet endroit très simple du quotidien de là, tout de suite.
comment il est mon Eros? Comment elle est ma sensualité? Et vers quoi elle a envie d'aller? C'est des questions Mmh. simples que je me pose moi souvent, à chaque instant et le fait de goûter, ça amplifie. Si je mange quelque chose, s en pensant à autre chose, en regardant mon téléphone, je vais pas ressentir grand-chose. Si je mange quelque chose en vraiment en prenant le temps de ressentir, bah, j'amplifie en fait l'expérience et c'est ça aussi, c'est on est des amplificateurs dans la connexion à nos sens. On est, je pense, assez nombreux, actuellement à être, plus ou moins déconnectés, en tout cas pas totalement, pleine possession d'habiter vraiment pleinement notre Eros. Il y a évidemment plusieurs causes, hein, c'est multifactoriel. Qu'est-ce qui, selon toi, peut expliquer cette déconnexion? Et si je te pose cette question-là, c'est aussi parce que j'ai l'impression qu'on peut vite, avoir l'impression que c'est nous qui ne ressentons pas, qu'il y a un problème avec nous individuellement, alors qu'il y a quand même, des explications assez systémiques, collectives, qui peuvent expliquer, cette déconnexion. Ouais, merci d'amener, ce point-là. Déjà, en tout cas, comme point de départ, pour moi, c'est vraiment important de d'arrêter de se considérer comme des problèmes à résoudre ou qu'on fait mal quelque chose ou qu'il faudrait faire plus ci, plus ça, être plus productif, être plus ressentir. Parce qu'en fait, déjà de se mettre dans cet endroit-là, de chercher à me corriger, à m'améliorer, à mieux performer, c'est vraiment aussi un endroit où je reproduis en fait les mêmes schémas qui nous aliènent d'une certaine façon, qui sont les schémas capitalistiques. En fait, il faut toujours être au top, toujours être le mieux et toujours s'améliorer, faire mieux, etc. Donc, j'aime bien plutôt partir, en tout cas si je regarde déjà l'individuel, de l'endroit de curiosité, de voir: «Ah OK, je fonctionne comme ça» ou «Là, c'est difficile pour moi de ressentir» et d'avoir la curiosité de tirer ce fil. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, qu'est-ce qui se passe pour moi? Et souvent, quand on regarde ça, en fait, on se rend compte qu'il y a des bonnes raisons, au fait, qu'on ressent pas. Parce qu'en fait, ressentir, souvent, c'est dangereux. C'est associé à une histoire, personnelle peut-être, de c'est dangereux, mais aussi qui se tisse dans un tissu collectif en fait, d'un monde qui est plutôt globalement designé pour, qu'on ressente peu et qu'on soit plutôt, des bons soldats, au service de la croissance et du PIB. Je fais vraiment des grosses simplifications, hein, on pourrait aller beaucoup plus en détail. Mais du coup, structurellement, en fait, on est quand même dans un monde qui est voilà, qui est dans cet endroit de performance, de devoir toujours faire plus, d'être, au rendez-vous, d'être un peu dans un été permanent qui respecte pas nos cycles, qui respecte pas, en fait, voilà, juste ce que c'est d'être un être humain et notre physiologie aussi, notre système nerveux. Et en plus, par rapport à l'éros et au plaisir, au goût d'être en vie, à la force vitale, il y a quelque chose qui a été fort coupé, dans notre histoire, en particulier en Europe. C'est pas exactement ça, par exemple en Amérique latine. Moi, c'est ça que j'aimais parce qu'ils ont un contact plus direct aussi avec le vivant, avec la terre, avec les peuples premiers qui ont moins été, détruits et exterminés, génocidés comme on a eu le cas en Europe, où on a été complètement coupé en fait, à l'époque de l'Inquisition et je pense avant de la sagesse qu'on avait de connexion à cette force vitale et du coup, on a cet héritage d'un Occident, chrétien, mais on pourrait aussi complexifier un petit peu plus, qui dit, «Le corps est un péché, la sexualité est un péché, il faut surtout pas s'y relier, ce qui compte, c'est uniquement de s'élever spirituellement et l'amour spirituel». Donc on a une coupure à cet endroit-là, je pense qui est encore fort présente aussi en nous et qui nous empêche aussi enfin en tout cas qui est un frein au fait de relier ces différentes parts de nous. Voilà, un petit tableau que je peux dresser, mais n'hésite pas si tu veux qu'on zoome sur quelque chose. Ouais, ça me semble intéressant de zoomer justement sur, les effets, du capitalisme aujourd'hui sur, nos corps, sur nos psychés. En préparant cette interview, je me demandais, si on pouvait aller jusqu'à penser que, le système capitaliste a intérêt à ce qu'on soit coupé de notre vitalité. Bon, il s'agit pas du tout de s'inscrire dans des théories du complot, hein, je suis pas du tout là-dedans. Mais, en tout cas, d'être, assez au clair sur, ce qui se passe en fait, ce qui fait perdurer ce système-là et son extrémisme, on va dire. Curieuse de t'entendre là-dessus. Je sais pas si ma question est assez précise, mais, Ouais, bah, ça me paraît super clair. En tout cas, pour moi, il y a pas de doute que oui. Je pense vraiment que c'est difficile. Comment pr J'ai pas envie de prendre un exemple parce que ça risque de peut-être d'aliéner des personnes, mais en tout cas, moi, j'ai déjà été dans ces situations-là. J'ai déjà été, pas longtemps, mais par exemple, j'ai fait une école de commerce, j'ai bossé 6 mois dans une grosse entreprise en stage et en fait, à cet endroit-là, quand j'étais là, il y avait pas c'était pas possible, en fait, pour moi, en tout cas, d'être, en alliance, en respect de ma sensualité, de mon éros et d'être, dans ce gros truc-là qui m'aliénait complètement de ça, en fait. Il y avait comme une contradiction, en fait. Pour moi, si on se reconnecte à notre force de vie, à notre puissance vitale,
on retrouve, beaucoup plus de liberté, de pouvoir et de choix et de joie et c'est pas compatible avec beaucoup des choses que nous propose la société actuelle, beaucoup des métiers, beaucoup des façons de faire, des façons de collaborer. Donc il y a clairement une incompatibilité entre, habiter pleinement ma joie et ce que je suis, ce qui veut pas dire que j'ai des responsabilités, que je suis enfin, ce qui veut pas dire que je suis irresponsable et que je pense qu'à moi, en fait, c'est pas du tout ça. C'est comment je peux, en fait, imaginer un monde qui prenne soin du vivant en moi et du vivant à l'extérieur. On voit que c'est pas le cas aujourd'hui, on est dans une crise et il y a une claire incompatibilité, en fait, de contradiction et je pense qu'on est obligé d'éteindre des parties de nous, vraiment importantes pour nous suradapter et c'est ça ce qui se passe aussi, c'est que pour, pouvoir vivre dans ce monde, être dans ce métier, être dans ce style de vie, si urbanisé, bétonné, enfin voilà, il y aurait plein d'exemples possibles à prendre. Je suis obligé, c'est une réaction intelligente que d'éteindre des parties de moi pour pouvoir, en fait, moins sentir et du coup être, en fait, être possible de vivre dans ce monde tel qu'il est, mais c'est de la suradaptation. Ouais, ça nous coupe une partie de notre vitalité, de notre joie, de notre sensorialité, comme tu disais, ouais. C'est un mécanisme de défense, en fait. C'est un mécanisme de défense. Je dois faire mourir ces parts de moi à l'intérieur parce que sinon, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas ou sinon, il faut que je fasse effondrer des choses et c'est là aussi que se reconnecter à l'éros, à la force vitale, à la joie, c'est pas toujours confortable parce que peut-être que ça demande, que dans ma vie, je fasse des choix, qui vont faire effondrer, qui vont faire se transformer des choses qui sont plutôt confortables, qui me donnent plutôt une sécurité, dans le sens sécurité financière, sécurité, matérielle. Mais si vraiment j'écoute, cet endroit profond de moi, probablement, il y a des choses parfois dans ma vie qui vont être inconfortables à lâcher, à transformer et qui vont me mettre dans des endroits, d'inconnu, en fait et c'est aussi ça qui est contenu dans la force, de l'éros. C'est l'inconnu, c'est, faire effondrer ce qui n'a plus lieu d'être, plutôt que de rester dans des choses confortables. Tu me disais en présentant un peu ton parcours que tu t'es beaucoup intéressée aux questions de permaculture, d'éco-construction. Comment est-ce que tu vois, le lien entre, la crise écologique actuelle et la déconnexion de notre Eros, globalement? Ouais, alors je vais y répondre. Je pense que peut-être certaines personnes le verront que c'est une réponse un peu innocente et naïve, mais moi je tiens à cette façon de voir les choses aussi et déjà, pour moi cette crise actuelle, c'est une déconnexion profonde des grands principes du vivant. Le vivant, il fonctionne selon certains principes. Par exemple, un des principes, c'est, la circularité. C'est que rien ne se perd, tout se transforme. Et nous, on est dans tout le contraire de la circularité. On est dans l'extraction jusqu'à épuisement des ressources. Et ensuite, les ressources, en plus qu'on utilise, elles peuvent même pas se transformer. Elles, ça devient des déchets. On a créé un concept qui n'existe pas dans la nature. C'est d'acheter quelque chose qui est là et qui va jamais se dégrader, jamais renourrir le sol. Donc, en fait, on est profondément coupé des principes du vivant parce qu'aussi, on est profondément coupé de notre sagesse intérieure parce qu'en fait, nous sommes le vivant. Il n'y a pas de différence entre la nature et les humains. D'ailleurs, juste le fait de dire la nature, c'est comme si on se mettait à l'extérieur, alors qu'en fait, on fait partie de la nature et du vivant. Du coup, cette coupure profonde de notre héros dans le sens de la sagesse aussi de notre corps, elle fait qu'on est complètement aussi coupé des principes du vivant et du coup, il y a plus de liens et d'interdépendance qui se créent. C'est comme si on s'imaginait qu'on pouvait être complètement indépendant. Et puis peut-être pour complémenter cette idée-là, c'est que j'aime bien j'en parle dans une retraite que je propose, cette vision d'arrêter de voir la terre comme une mère, la terre-mère, on dit dans certaines traditions, qui est, je pense, un très belle image. Mais en même temps, nous, on considère peut-être la terre-mère et encore, bon, dans le capitalisme, on parle pas de terre-mère, on n'est pas assez dans la spiritualité, mais imaginons que c'est comme si c'était une mère, mais on est des enfants, complètement, indociles qui veulent juste extraire jusqu'à ce que cette mère soit complètement épuisée et du coup, pour moi, il nous manque cette connexion aussi d'amour à la terre, de revoir la beauté du vivant, revoir, retrouver une capacité d'émerveillement, une capacité de me laisser toucher par, juste, la grâce d'un coucher de soleil, juste, la complexité de ce qu'il y a sous nos pieds, juste, dans une cuillère à café de terre, tout ce qui se passe en termes de vie ou la complexité d'un art, la complexité du vivant et comme c'est magnifique.
Donc se reconnecter aussi à ça, forcément, ça nous donne aussi plus envie d'en prendre soin et de le préserver. C'est comme, un des chercheurs, je lisais un bouquin il y a pas longtemps sur les baleines c'était dans les années 70 où les baleines étaient vraiment en danger de disparition et il y a un chercheur qui a enregistré du coup le chant des baleines et qui a créé un album CD et qui l'a diffusé un peu dans le monde entier pour en fait, nous sensibiliser la population à regarder les baleines, comment elles chantent, comme c'est magnifique. Pour aussi nous donner envie peut-être de nous émerveiller, de les aimer et d'arrêter de les exterminer, en fait. Je pense qu'on peut retrouver tout ça avec l'ensemble du vivant. Retrouver l'émerveillement pour, les essences d'arbres qui nous entourent, savoir comment elles s'appellent, comment ils s'appellent ces arbres, on sait plus, nommer et reconnaître la nature autour de nous. Et ça passe du coup par quelque chose d'intellectuel, mais ça passe avant tout par du ressenti, se laisser toucher. Et c'est là que l'éros, il est là aussi, de se laisser toucher par la beauté d'un instant. C'est profondément érotique, dans ma vision en tout cas. Il y a une question que j'avais envie de te poser, avec un petit peu plus de friction peut-être. OK, Heu, super. il y a un La an, friction, c'est important. c'est pour ça que j'ai introduit ça comme ça. Il y a un an, j'ai interviewé, une autrice, militante écologiste qui s'appelle, Corinne Morel-Darleux. Je sais pas si tu connais, elle a écrit un bouquin qui s'appelle, «Alors nous irons trouver, la beauté ailleurs», qui est paru aux OK. éditions, Libertalia, qui est un très bel essai. Dans cette interview, à un moment donné, elle me dit une phrase qui m'a vraiment marquée. Elle me dit, sans animosité, hein, mais elle me dit: «Il suffit pas qu'on fasse, des bains d'arbres, pour régler la crise écologique, l'enjeu il est tel», ça m'a pas mal questionnée sur moi, sur mon positionnement. Quel regard toi tu portes sur le militantisme aujourd'hui? Ouais, merci de poser ça. Bah, écoute, je suis d'accord en tout cas avec cette affirmation il suffit sûrement pas de faire des bains d'arbres. Moi, je dirais, que c'est important que chacun et chacune trouve sa place là-dedans, de comment je vais être en résistance par rapport au narratif qui nous convient pas et par rapport à l'histoire globale. Et je pense que chacun, chacune trouve sa place. Il y a certaines, c'est avec le militantiste, plus d'aller dans la rue, de faire des actions. D'autres, c'est avec des bains d'arbres. Et je pense qu'aussi, il y a une valeur, en fait, dans chacune de ces actions parce que ce qui est important à un moment, c'est de collectivement commencer à se raconter une autre histoire et agir différemment. Savoir ce sur quoi aussi je peux agir, ce sur quoi je peux pas agir. Parce que pour moi aussi, c'est vraiment important de pas non plus, sombrer dans un défaitisme, un pessimisme de «le monde va mal», encore plus aujourd'hui en juin 2026, c'est vraiment l'état du monde politiquement, enfin à plein d'endroits, on commence à atteindre des profondeurs que je pensais pas qu'on pouvait atteindre. Mais pour moi, le militantisme, c'est pas de sombrer avec le monde, c'est de rester aussi, vibrant et pleinement, vital pour, ouais, rester à la place que moi j'ai à occuper. Et moi, j'ai beaucoup d'empathie et de soutien pour, les actions militantistes même, plus frictionnelles qui vont, par exemple, tout ce qui était, voilà, contre les bégabassines et cetera. Je pense que c'est nécessaire et en même temps, c'est pas l'endroit où je suis maintenant où j'agis personnellement. Mais en tout cas, je continue à rechercher sur comment on peut faire un peu plus se retrouver, les actions militantes et les pratiques somatiques et comment aussi peut avoir plus de soins, d'écoute aussi du corps. Parce qu'en fait, il y a aussi les mêmes choses, bah, ça se reproduit partout, mais notamment dans le militantisme, il y a les mêmes difficultés de burn-out, de dépassement de soi, de, pas d'écoute de ses limites, de ses besoins. Et du coup, voilà, je vois donc comment on peut joindre ces endroits-là, plutôt que de séparer. Et en même temps, pour moi aussi, c'est vraiment important de pas avoir une spiritualité complètement perchée de: «Ouais, on fait des câlins aux arbres et la vie est belle» et tout ça. Mais une spiritualité qui soit ancrée dans la réalité du monde et aussi qui passe avant tout une spiritualité ancrée, ça passe par ancré dans mon corps, ancré dans mon ressenti. Parce que si je suis pleinement relié à ce que, mon corps émet et perçoit, bah, en fait, il y a quelque chose de l'ordre, voilà, ça c'est ma vérité, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute de comment je suis touché et comment j'ai envie d'agir, quoi. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Si ça te satisfait pas, tu peux me dire. Non, non, si, si, c'est merci beaucoup pour cette réponse, c'était très bien, Mmh. enfin très bien. J'attendais rien de particulier, j'étais juste curieuse d'avoir ton Ouais, avis sur ça parce que j'avoue que ouais. j'avais été assez frappée quand elle m'avait dit ça et enfin frappée. Je me suis dit: «Ah tiens, c'est intéressant», ça m'avait donné du grain à moudre, quoi. Ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est vraiment des questions, importantes à tisser et à garder en tête de voilà, comment on crée cet autre monde qui existe déjà, mais ouais, comment on y contribue chacun. Ouais, dans ta pratique, tu proposes, pas mal de pistes, de, voies d'exploration pour, renouer avec son éros. Quel chemin ça peut prendre? Par où est-ce qu'on commence? Peut-être une question, un peu annexe pour éclairer celle-ci.
Comment est-ce qu'on sort un peu de justement ce rythme effréné, ces to-do list interminables, cette production, toutes ces injonctions en fait, dans lesquelles on est forcément pris et qui, peuvent faire que l'éros vient en fait, ou la reconnexion à l'éros, à la vitalité, elle vient, tout en bas de la to-do list et donc elle remonte jamais vraiment, quoi. Ouais, pour moi, en fait, c'est sortir les roses de la to-do list, si je reprends ta métaphore. Heu, les roses, c'est pas la to-do list, c'est, la façon de faire la to-do list. Ah. C'est en fait, c'est la base, quoi, c'est ce dans quoi je baigne et après à partir de là, je peux faire plein de choses différentes et je peux être en action avec ma to-do list et pour répondre très concrètement, ça a un petit peu croisé avec ce que j'ai déjà dit avant, mais pour moi, le plus simple, c'est de pas forcément se rajouter des nouvelles pratiques ou se dire: «Ah, il faut que je fasse tous les jours 1 heure de ci, ensuite 1 heure de ça». Bon, pour certaines personnes, ça fonctionne et ils ont l'espace, mais pour beaucoup d'entre nous, nos agendas sont déjà tellement, tellement, blindés que ça va pas tenir longtemps, une pratique de discipline que je rajoute. Première étape, c'est comment dans ma vie existante, je peux, déjà, trouver des espaces pour me ressentir, être en présence avec moi. Pour certains, certaines personnes que j'accompagne, ça peut être super efficace, par exemple, de mettre une cloche qui sonne toutes les heures, toutes les 2 heures, juste pour se rappeler, «Vas-y, là, prends 3 minutes pour, respirer, ressentir ton corps» et peu importe ce que tu es en train de faire, tu te fais une pause. Tu te forces à la pause et tu prends ce temps de pause juste pour respirer, te ressentir, peut-être regarder par la fenêtre et voir te laisser toucher par la lumière du moment, trouver de la beauté. Pour d'autres, ça va être juste, «Ah OK, au réveil, plutôt que de sauter du lit, est-ce que je peux prendre juste un temps pour me sentir les draps sur ma peau?» Peut-être, prendre un temps de connexion avec mon bassin, avec ma présence. Ça peut s'intégrer à cet endroit-là. Pour d'autres, ça va être vraiment plus, prendre ces temps aussi de repas, de boissons chaudes. Est-ce que ça je trouve cet espace pour ça? Et puis ça va être aussi juste d'intégrer, de trouver comment j'intègre dans ma vie déjà, ce truc-là. Je vais au boulot à vélo. Est-ce que je peux vraiment aussi prendre ce moment comme un sas, comme un endroit une expérience sensorielle? Après je suis au taf, est-ce qu'au taf aussi, je peux garder j'aime bien dire qu'il y a toujours, une partie de mon attention à l'intérieur. Est-ce que c'est possible? Et quand j'oublie ça, de revenir à cet endroit-là, il y a toujours je ressens toujours au moins quelque chose de mon corps, même si je suis en train de parler, même si je suis en train d'écouter. Et c'est là le plus dur, c'est là l'exercice le plus dur, c'est quand je suis en relation souvent, on se perd dans l'autre et du coup, on oublie qu'on a un corps, on oublie qu'on a des sensations. Mais est-ce que je peux rester chez moi? Est-ce que je peux rester à la maison le plus longtemps possible ou le plus de fois possible dans mon quotidien? Et quand j'oublie ça, quand je me rends compte que là, en fait, ça faisait, 10 minutes, 2 heures, 3 heures que j'étais plus du tout en train de me ressentir, juste, c'est un moment super fertile parce que c'est un moment dans lequel je peux rechoisir de relaisser la sensation être importante dans mon vécu et retrouver cet endroit-là. Donc pour moi, c'est vraiment, hyper simple et hyper complexe, mais c'est vraiment dans tous ces interstices et après peut-être une autre étape, ça serait, de dire, en fait, comment je peux designer ma vie pour qu'elle soit plus kiffante, plus joyeuse, plus vibrante et ça peut être très joyeux de dire: «Ah, OK, en fait, là, le matin, j'aurais besoin plus de faire ci, de faire ça». En fait, dans l'espace que j'ai de choix de ma semaine, parce que parfois il est un peu restreint aussi si on a des horaires fixes et cetera, mais comment je peux, designer une vie qui soit plus agréable, plus kiffante? Comment je peux être créatif là-dessus, tester des choses? Et puis après, bien sûr, comme fond, c'est toujours, trouver, mais ça vient un peu tout seul, en fait. Si je me reconnecte plus à mon ressenti et cetera, je vais voir que j'ai besoin peut-être de plus de repos, je vais voir que j'ai besoin de ralentir ou je vais voir que je vais toujours très vite et que ça commence à me fatiguer. Donc pour moi, cette base-là que j'ai nommée, elle permet après peut-être de changer des choses et de faire d'autres choix. De dire: «Ah, plutôt que de mettre tout ça dans ma soirée, je vais mettre, qu'une de ces 3 choses et je vais faire qu'une seule de ces 3 choses, mais je vais le faire plus lentement, plus tranquillement». Et ça prend du temps et puis c'est un chemin infini qui se redéfinit à chaque fois. Habiter poétiquement le monde, pour toi, ça ressemblerait à quoi? Et ça peut être tout comme réponse, hein. J'ai quelqu'un qui une fois un poète qui m'a donné, juste des sensations, une couleur, des mots un peu en vrac. Voilà, c'est pas obligé d'être une réponse, rationnelle. Ça peut être un peu, tout ce que tu veux. OK, j'aime bien cette question, je me la suis jamais posée de cette façon. Mais en tout cas, quand je me relie au mot poésie ou à poétiquement, heu, moi, c'est un endroit c'est comme si ça me met dans un espace de permission.
Pour moi, la poésie, c'est une permission de, hem, d'un certain décalage avec, le bien la bonne pensée ou la façon de faire ou une permission d'être, d'une extravagance, la permission d'être, un peu plus moi ou en tout cas plus, dans mon originalité, ma propre créativité. Une permission aussi, parce que dans la poésie, par exemple, pour moi, il y a la permission d'utiliser des mots et de leur changer le sens ou même de créer des nouveaux mots, de jouer avec les sons. Heu, donc pour moi, dans la poésie, il y a vraiment cet endroit de permission à ma vitalité. En fait, pour moi, c'est très relié à l'éros, mais d'ailleurs, je propose une retraite avec un ami qui est poète, où on croise justement, l'éros et la poésie et je vois vraiment, en fait, des liens directs. La poésie est super, érotique dans mon point de vue. Déjà juste de nommer et de laisser, la bouche sentir, les sons, c'est hyper fort. Mais c'est comme si pour moi la poésie, elle vient, mettre des mots, du coup, quelque chose qui est un peu, rationnel et parce qu'il y a des mots, il y a du mental, il y a des mots, mais en même temps, en connectant avec une expérience complètement subjective et complètement, onirique. Donc ça elle vient faire vraiment un pont pour moi entre, l'expérience vécue, charnelle et plus, l'expérience partagée, oralisée, l'expérience mentale. Donc habiter poétiquement le monde, c'est ça, c'est se donner la permission de vibrer vraiment ce que je suis et je pense que c'est une ordonnance, vitale là pour chacun, chacune d'habiter poétiquement le monde. Il faudrait qu'il y ait un ministère de habiter poétiquement le monde dans le prochain gouvernement. Je peux peut-être leur écrire, proposer ma C'est ça. candidature. En tout cas, magnifique réponse. Je trouve ça très beau, d'associer la poésie avec la permission, parce que je l'avais jamais vu comme ça et je trouve ça enfin pas directement et je trouve que c'est une très belle réponse. C'est quoi ton lien avec la beauté? Ouais, la première chose qui me vient, c'était il y a longtemps, mais c'est un souvenir, je me souviens, j'étais avec ça fait une quinzaine d'années, qui venait, d'avoir une séparation là difficile et la première chose qu'il disait, c'était de lui dire: «Mais va voir des choses belles quoi, va voir du beau, peu importe ce que c'est pour toi le beau, si c'est un concert, si c'est, d'aller dehors, si c'est enfin voilà, trouve du beau» et ça me fait penser à ça parce que pour moi le beau c'est ou la beauté, c'est un indispensable en fait de l'être humain. C'est une nourriture essentielle à notre être. De voir du beau, de ressentir du beau, de se laisser toucher par la beauté et de voir la beauté et d'avoir cette capacité d'émerveillement encore. Comme si tu voyais ce truc-là pour la première fois. Parce que c'est la vérité, en vrai, je vois ce truc-là vraiment pour la première fois. Il y a toujours des nuances qui changent, des lumières différentes ou une qualité dans la présence qui est différente. Et donc pour moi, la beauté, c'est encore une fois un indispensable, mais c'est aussi une porte d'entrée pour me laisser toucher. Et me laisser toucher, c'est laisser rentrer les sensations, laisser rentrer les résonances. Et c'est profondément érotique dans le sens, c'est me laisser vibrer avec mon l'environnement. Et c'est aussi du coup me laisser toucher, c'est trouver une place aussi dans l'environnement dans lequel je suis. J'aime beaucoup ce penseur dont j'ai oublié le nom, mais je pourrais le retrouver, qui dit que d'ailleurs les humains et les humaines, on est les seuls dans le vivant, selon lui, qui ont une capacité de recul. C'est-à-dire que l'arbre, il est pleinement arbre, mais il a pas cette possibilité de se dire: «OK, je suis un arbre et du coup, je fais partie». Juste, il ressent, il est pleinement dans le présent. Nous, les humains, on peut ne pas être dans le présent et on peut être, aussi, pleinement en admiration, en contemplation d'un arbre et en contemplation de sa beauté. Et lui, il partage que c'est littéralement ça notre rôle en tant qu'humain humain, c'est de voir la beauté autour de nous. Et il explique que quand on voit la beauté d'un arbre et qu'on contemple un arbre, en fait, il se passe une réaction aussi chimique pour l'arbre. Je sais plus exactement ce qui se passe, faudrait voir le détail, mais en gros, il y a un truc qui fait que ça lui donne aussi de la vie, de la vitalité. Il le ressent littéralement. Et donc, j'aime bien voir comme les humains, humaines, comme notre rôle sur Terre, c'est de voir la beauté et de la reconnaître et d'en prendre soin aussi, c'est de la cultiver. On est des paysans de la beauté, paysannes de la beauté. Paysan ou paysanne de la beauté, c'est chouette ça. Alors ma dernière question, elle sera plus en lien avec la sexualité parce que tu travailles beaucoup avec ça. On en a assez peu parlé dans cette interview. En quoi est-ce que la sexualité, ça peut soutenir notre vitalité, et nous aider à nous relier au vivant? Waouh! Bah, c'est vital, ouais. Oui, c'est bien qu'on parle un peu de sexualité, c'est important. Mais en tout cas, la façon dont je vois et j'aime partager, la vision de la sexualité, c'est une sexualité qui va profondément recharger et profondément revitaliser.
comment une sexualité peut être rechargeante et vitalisante? C'est une sexualité, qui prend le temps de se ressentir, qui prend le temps de l'intime. L'intime dans le sens de vraiment la connexion nue et vulnérable avec moi-même et peut-être avec l'autre personne avec qui je suis. Et l'énergie sexuelle, c'est une énergie ultra puissante qui est vraiment, on peut la ressentir dans notre corps. Souvent, elle est un petit peu forte, enfin, elle se concentre au niveau du bassin et des parties génitales. Et on a 2 options avec l'énergie sexuelle, ça va être soit de la décharger, de la faire sortir parce que ça nous envahit, c'est presque trop et du coup, on a besoin de s'en décharger. C'est ce qui se passe dans quand même beaucoup de sexualité encore aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est comme ce trop plein qui m'envahit et c'est très pulsionnel, c'est très animal pulsionnel. Et mais aussi ça crée quand même des sexualités souvent rapides, un peu basées sur l'adrénaline, sur, l'intensité de waouh, on est là ensemble et c'est un moment hyper fort et mais où il y a quand même peu de place à la détente, au ressenti et cetera. Et du coup, la vision que je propose, c'est plutôt de voir cette énergie sexuelle comme, parfois je vais faire un enfant, donc là, c'est important qu'elle sorte, notamment pour les hommes. Mais quand je ne fais pas d'enfant, est-ce que je peux utiliser cette énergie sexuelle qui est hyper puissante pour, venir nourrir, tout le reste de mon corps, tous les autres, niveaux de mon corps? Et là, il y a des pratiques très concrètes de circulation énergétique, de la faire circuler dans le corps, de sentir comment elle peut venir nourrir et plutôt que de la faire sortir, de venir nourrir profondément, ma vitalité. Et c'est très criant, notamment pour les hommes, que en fait, se produire, tout ce qui est nécessaire à l'éjaculation dans le corps, ça demande beaucoup d'énergie. Et du coup, éjaculer, très clairement, c'est faire sortir de l'énergie. Et ça se ressent très concrètement pour les hommes, de souvent après avoir éjaculé, il y a une baisse de l'énergie, envie de dormir, ça se ressent dans les jours qui suivent. Donc pour moi, c'est vraiment un chemin de comment la sexualité, elle peut venir nourrir cet endroit profond de ressourcement, de détente, de connexion à cette intimité, connexion à cette sensorialité hyper forte, à mon éros aussi d'une façon hyper vibrante. Et comment ça peut venir se irriguer tous les champs de mon être. Et là, je crois que c'était ça ta question. Ça devient vraiment une sexualité qui revitalise et qui donne beaucoup d'énergie et de joie pour se déployer dans le monde, quoi. Ça demande du coup de sortir effectivement d'un certain nombre de scripts, y compris, tu en parlais, celui de la rapidité, mais aussi, parfois, d'une forme de performance ou d'objectif qui est conscient ou inconscient, hein, mais qui demande là encore, d'inventer une nouvelle façon, d'être et d'être ensemble. C'est vraiment ça. Très bien résumé, ouais. En effet, qu'on le veuille ou non, on est tous et toutes très influencés par cette autoroute, quoi, de préliminaire, pénétration, en tout cas pour les hétéros, préliminaire, pénétration, orgasme souvent plutôt de l'homme. Et en fait, dans tout moment de sexualité, il y a cette sorte de pression à l'orgasme. Et en fait, du coup, de s'en libérer, ça devient une grande liberté. Ce qui ne veut pas dire que l'orgasme n'est pas expérimenté, au contraire, mais qui est plus de est-ce que je peux ouvrir le champ et vraiment, en fait, me rencontrer et rencontrer l'autre, plutôt que de nous auto-objectifier vers un résultat qu'on va chercher absolument, et plutôt de rencontrer le présent et la vérité de nos corps qui se rencontrent. Tu parlais de circulation d'énergie, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à penser, que c'est un peu perché ce truc, voire un peu ésotérique, alors qu'en fait dans certaines traditions, notamment taoïstes, qui est une tradition millénaire, je crois, c'est pratiqué, voilà, comme quelque chose, orienté vers, la santé et le bien-être. Ouais, c'est ça, et c'est ça que j'aime beaucoup avec les taoïstes, c'est qu'ils sont très pratico-pratiques. C'est la sexualité, c'est pas un tabou ni quelque chose de bien ou de mal, c'est juste une pratique qui permet, de se relier à cette puissance qu'est l'énergie sexuelle et du coup en effet, si je le lui relie d'une façon vertueuse, à rester en meilleure santé et en meilleure vitalité. C'est vraiment comme ça qu'il l'aborde et vraiment c'est très concret pour moi l'énergie sexuelle, c'est avant tout c'est pas éthéré, c'est vraiment une sensation dans le corps. Je pense que tout le monde connaît cette sensation qui peut être parfois peut-être plus connue sous une forme de pression, un truc de c'est une surcharge. Ça, c'est déjà de l'énergie sexuelle. Merci beaucoup Thomas, on arrive à la fin de cette interview. Merci à toi Claire, merci pour l'invitation et puis, pour ce beau podcast là qui réunit, ouais des pensées diverses sur ce joli thème. Merci beaucoup. Et pour en savoir davantage sur tes propositions, il y a ton site internet thomasrecourt.com, mais aussi ton compte Instagram sur lequel tu es très actif. Et puis tu organises très régulièrement des retraites, dont notamment Earth Lovers, dont tu parlais cet été. Et je mettrai les liens dans la description de l'épisode si c'est OK pour toi. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup.